Bonjour à toutes et à tous. Je suis Kevin Puisieux, coordinateur du think tank de la Fondation pour la Nature et l'Homme. Et avec Finance Watch, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce temps de webinaire qui est dédié à la réforme du pacte de stabilité et de croissance et à cette étape importante dans le processus législatif qui est la consultation publique lancée par la Commission européenne et qui doit se clore le 31 décembre. Au fond, aujourd'hui, l'idée, c'est de prendre le temps de vous présenter cette consultation publique, les questions, essayer d'aller au-delà des termes techniques, d'en comprendre les enjeux et puis de vous présenter des éléments de proposition, des pistes de proposition qui, aujourd'hui, commencent à être posées sur la table. L'objectif, c'est qu'un maximum d'entre vous puissent s'en saisir et prendre part avec vos parcours et vos priorités à l'exercice. Pour vous présenter cette réflexion, tout d'abord, on va accueillir et écouter Thierry Philippona, responsable de recherche et plaidoyer de Finance Watch. Merci Thierry d'être là. Et Alain Grandjean, économiste et président de la Fondation pour la Nature et l'Homme, pour un temps d'introduction. Et puis, avec Ludovic Sutter-Sorel, on prendra le relais pour rentrer dans le vif du sujet du pourquoi c'est important et de rentrer dans le détail des principales questions posées par la Commission européenne. Merci à tous d'être là. Et Thierry, si tu veux bien, je te passe la parole pour commencer. Merci beaucoup, Kevin. Très heureux d'être là aujourd'hui et puis tout simplement de partager quelques idées et puis de réfléchir ensemble sur cette question qui est, enfin, si on est là, c'est qu'on en est tous convaincus, mais juste fondamentale. J'ai envie d'ouvrir par une phrase que l'on entend très souvent dans la bouche on va dire, d'une frange des gens qui débattent sur ce sujet, qui explique que si on émet de la dette publique, on est irresponsable vis-à-vis des générations futures. Je voudrais juste affirmer très fort que même si les questions de dette sont des vraies questions et on les regarde de près, on les regarde de façon technique, et ce travail est piloté chez Finance Watch par Ludovic, qui est notre grand maître d'œuvre sur le sujet. Donc, je laisserai Ludovic rentrer dans ces questions-là. Et il est important de les traiter de façon très rigoureuse. Mais j'aimerais affirmer, et j'assume totalement le côté purement affirmatif de ce que je vais dire maintenant, que l'irresponsabilité vis-à-vis des générations futures, c'est de ne pas investir. Quand on lit les rapports du GIEC, quand on voit ce qui nous attend du fait du changement climatique, et je ne parle là que du changement climatique qui, comme on le sait, est loin d'être la seule question pour les questions de durabilité du monde. En ce qui concerne la durabilité du monde, ne pas investir pour préparer nos sociétés à ce qui est en train d'arriver et pour essayer d'en limiter les effets, ça, c'est totalement irresponsable. Après ça, la conséquence, c'est qu'il va y avoir très certainement plus de dette publique et ce sont des vraies questions à gérer. Donc, on va rentrer dans ces questions techniques, mais c'est quand même absolument fondamental. Je me permets de rappeler qu'une étude récente de McKinsey montrait que 60% des investissements d'infrastructures nécessaires pour préparer nos sociétés aux évolutions, aux conséquences du changement climatique, 60% de ces investissements ne dégageront pas la rentabilité qui est nécessaire pour attirer des capitaux privés. En français, en anglais, on parle souvent de non-bankable. OK, donc il y a 60% des investissements qui ne viendront pas de la finance privée. Fût-elle une finance durable, et nous travaillons tous, et nous certainement chez Finance Watch, beaucoup sur les questions de développer la finance durable, ce qui est un vrai sujet, et c'est un autre sujet, donc on ne l'aborde pas aujourd'hui. Mais même si on a l'esprit le plus positif du monde vis-à-vis de cette finance durable, elle va réussir à satisfaire nos besoins, dans le meilleur des cas, selon cette étude, qu'à hauteur de 40% de ce dont on a besoin. Donc, la question des finances publiques est juste absolument fondamentale. Alors, aujourd'hui, on va parler beaucoup de cette consultation qui a été ouverte par la Commission européenne et qui arrive à échéance, à laquelle il faut répondre pour le 31 décembre. Quelque chose de très important pour celles et ceux d'entre vous qui seraient peut-être moins habitués à l'environnement Commission européenne, c'est de comprendre et de voir que la Commission européenne
n'est pas un animal monolithique. C'est-à-dire qu'au sein de la Commission européenne, que ce soit au niveau politique et puis au niveau des services, il y a des sensibilités différentes, il y a des tendances différentes, il y a des axes politiques différents. Et pour faire simple, et je laisserai Kevin et Ludovic rentrer dans le détail, mais il y a clairement un axe, je ne sais pas s'il faut l'appeler progressiste, mais en tout cas, qui a envie d'introduire des règles de déficit public et des règles de contrôle, on va appeler ça, de la dette publique, suffisamment souples et suffisamment intelligentes pour permettre précisément de réaliser les investissements dont nous avons tous besoin. Et puis, un axe beaucoup plus conservateur, pour faire simple, qui lui dit non, 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 on a des règles et on va y revenir de façon un petit peu psychorigide. L'intérêt de répondre à une consultation comme celle-là, c'est non seulement de fournir des idées et de contribuer au débat, mais tout autant et peut-être encore plus, d'aider, de créer la pression pour la partie de la Commission européenne qui a envie de faire bouger les choses. Si on ne répond pas massivement à cette consultation, on n'a aucune chance que ça bouge. Donc, la réponse à ces consultations, on pourrait se dire « Ah, ça va être perdu dans la grande machine administrative ». Pas du tout. C'est juste absolument indispensable. Et il faut vraiment savoir que la Commission européenne regarde les réponses à ces consultations, compte les réponses, et que le poids des réponses dans une certaine direction, on va dire, sera absolument essentiel pour la suite des débats. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense qu'Alain va dire quelques mots pour également camper le décor. Et puis après ça, on s'en remettra à Ludovic et à Kevin pour la suite. Merci. Merci beaucoup Thierry. Alain, à toi, quelques mots d'introduction aussi. Oui, bonjour, moi aussi je suis très heureux qu'on ait cet échange aujourd'hui sur un sujet dont Thierry vient de rappeler toute l'importance. On est au milieu du gué d'une crise du Covid qui a nécessité de déroger aux règles budgétaires, comme tout le monde le sait, mais c'est pas cette dérogation elle a un début et une fin forcément, et le retour à la normale est appelé de leur vœu par un certain nombre de dirigeants de certains pays européens. Donc il est essentiel aujourd'hui de profiter du débat qui est lancé, qui aurait pu être lancé un peu avant, malheureusement, il n'a pas été lancé avant que le Covid nous tombe sur la tête. Mais il est important, essentiel de profiter de ce moment pour réfléchir à des règles qui sont plus pertinentes. Le besoin d'investissement, Thierry vient de le rappeler, en matière de transition écologique, il est massif. Et il a été aussi démontré par les économistes du Conseil budgétaire européen que les règles actuelles sont défavorables aux investissements publics. Or, on a vraiment besoin de ces investissements publics. Alors moi, le sentiment que j'ai, et je vois bien avec les échanges qu'on a eus, et notamment avec ce qui se passe en ce moment en Allemagne avec la nouvelle coalition, c'est qu'on est passé d'une période intellectuelle dans laquelle les sujets en question, donc réformer le pacte de stabilité et de croissance, c'était soit tabou, soit impossible. Et on passe d'une situation dans laquelle c'est maintenant devenu presque incontournable. C'est un sujet qui est sur la table. De toute façon, il faudra bien proposer de nouvelles règles. Celles qu'on a aujourd'hui sont absurdes, tant en termes de ratio de dette publique, on est très très loin du compte, les 60%, qu'en termes de déficit. Avec une seule difficulté qui me semble importante, c'est pour ça que Thierry, je insiste beaucoup sur ce que tu viens de dire Thierry, qui est l'importance de répondre à ces consultations et de participer à ce débat. C'est que le sujet peut paraître pour certains très technique, voire ésotérique. Et donc, s'il nous appartient à nous, société civile, de rendre le sujet palpable, plus concret, et tout à fait essentiel. C'est un des deux grands facteurs de la réussite de la transition. On a une chance dans tout ça, en dehors de celle que je viens de rappeler, à savoir que les Allemands semblent bouger, c'est qu'on n'est pas en terra incognita concernant à la fois les besoins d'investissement. Il y a des hypothèses assez variées qui
il circule, mais on sait comme à peu près de quoi on parle. On sait aussi que c'est croissant, donc il faut faire très attention que les règles budgétaires qu'on va proposer ne soient pas des règles statiques. On est sur des besoins qui sont croissants au fur et à mesure du temps qui va se passer. Et puis deuxièmement, dans les pistes de solutions, les pistes de propositions faites par les uns et les autres, là aussi, on n'est pas sur une terre inconnue. Il y a pas mal de propositions qui sont faites. Nous-mêmes, on en a fait. Et on a fait un appel qui a été signé par un spectre très large de représentants du monde des affaires, du monde de la société civile, des ONG, du monde politique et syndical. Et je pense que là aussi, c'est un point auquel la Commission va être très sensible. C'est la diversité des représentations. On n'est pas juste un camp écolo qui serait là à vouloir créer des ruptures dans des digues qui seraient orthodoxes. C'est plus compliqué que ça. On est face à une évolution rationnelle de règles qui ne le sont plus. Voilà, Kevin. Merci beaucoup, Alain. Avant de passer la parole à Ludovic et de rentrer dans le temps de présentation, un petit point méthodo, règles du jeu. Vous avez en bas de votre écran une partie questions et réponses Q&R. Je vois qu'une première question a déjà été posée. L'idée, c'est que vous pouvez, au fil de la présentation, poser vos questions et parmi les panélistes, notamment ceux qui ne sont pas en train de parler, auront la possibilité d'y répondre en direct. Je remercie Olivier Baudin qui fait partie de la petite équipe et qui sera aussi là disponible pour vous aider à répondre. Olivier qui a fondé l'association Green Intervention avec laquelle on travaille au quotidien avec Finance Watch et la FNH sur la réforme du pacte de stabilité. Idem avec Pablo de Finance Watch, peut-être sur des sujets liés à l'actualité de Finance Watch. Si vous en avez, n'hésitez pas. On va fonctionner comme ça, rentrer dans la présentation et ensuite, à partir d'un moment, on essaiera de prendre aussi des temps un peu de pause pour prendre le temps aussi de traiter à l'oral un certain nombre de questions que vous vous poserez. Ça nous emmènera d'ici 50 minutes, 1 heure. Et puis, dans la dernière demi-heure, les dernières 20 minutes, on aura le temps de revenir sur un certain nombre de points, de continuer à échanger et de partager réflexions entre nous. Donc, voilà. Donc, normalement, avec cet outil-là, on devrait pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions. Et donc, sans plus attendre, je donne la parole à Ludovic pour lancer la réflexion et la présentation de ce travail sur la consultation publique. Ludovic, à toi la parole. Et j'essaye de te suivre en changeant les slides. Parfait, merci Kevin, merci Alain et Thierry pour cette introduction. En effet, je réappuie sur le fait que c'est en effet un moment assez important, qu'il y a une vision au sein de la Commission sur les options de réforme, et qu'il y a vraiment une possibilité d'arriver à des changements intéressants, d'où tout le point de ce webinaire. On ne pourra évidemment pas rentrer dans tous les détails vu la durée, on restera donc c'est un moment assez à un niveau assez haut, mais n'hésitez vraiment pas à nous contacter pour avoir davantage d'éléments. Vous pouvez aussi vous envoyer notre brouillon de réponse à la consultation et je suis à votre disposition pour discuter des détails. Voilà, là on va commencer ce point. Donc on va d'abord faire un rapide rappel de pourquoi est-ce que cette question budgétaire est importante, ensuite le calendrier, la consultation, les prochaines étapes, quelques points sur les options sur la table et le cas de penser la commission, et puis les questions en tant que telles. Voilà, parfait. Donc, un premier point à garder à l'esprit, je voulais revenir sur quelques grands faits macroéconomiques pour qu'on ait bien tout ça à l'esprit, en quoi c'est une nouvelle réalité, ou en tout cas une nouvelle compréhension de la réalité dans laquelle nous vivons. Donc le premier point est la persistance d'importants déficits de financement. Donc ça, les chiffres que vous pouvez voir devant vous, ce graphique, sont les estimations faites par la Commission européenne en 2020 sur le Annual EU Funding Gap, qui s'élèverait plus ou moins à 700 milliards d'euros par an. Comme vous pouvez voir, une grande partie, 450 milliards, est ce que l'on appelle le Green Funding Gap, donc la partie d'investissement qui est toujours nécessaire de faire pour que l'Union européenne puisse atteindre ses ambitions environnementales, donc climat, mais ce qui est aussi biodiversité et autres points environnementaux. On peut aussi voir que simplement la partie
déficit de financement public, d'investissement public, est estimé à au moins 100 milliards d'euros. Et là, c'est simplement ce qu'il faudrait rajouter en plus pour éviter que les infrastructures publiques déclinent en qualité. Donc voilà, ça c'est un premier point à garder à l'esprit. Deuxième slide. Donc, comme vous pouvez voir ici, c'est un autre point de notre réalité, c'est qu'en effet, il y a une augmentation du stock des dettes publiques, mais est-ce que c'est réellement un problème? Est-ce que vraiment cet indicateur de dette PIB est un indicateur qui vraiment permet de capturer la viabilité de la dette? On a quelques doutes et de plus en plus d'économistes se joignent évidemment à cette opinion. Et simplement pour montrer un petit exemple, vous pouvez voir ici le Japon qui a un ratio dette PIB de 266% de son PIB, qui n'a aucun problème à servir sa dette, à faire rouler son stock de dette, tandis que l'Ukraine, dans les années 90, a dû restructurer sa dette pour un stock de 40%, ce qui montre que simplement juste prendre en compte le ratio dette sur PIB n'est pas assez pour savoir si le stock de dette est viable ou non. Il y a d'autres indicateurs à prendre en compte. Et une fois qu'on regarde la réalité de ces pays, on peut voir que dans le cas du Japon, une bonne partie de ces stocks de dette est détenue soit par sa banque centrale, soit par des investisseurs nationaux, ce qui change réellement la réalité, ce qui n'était pas du tout le cas pour l'Ukraine à l'époque. Donc voilà, tout ça pour simplement ouvrir sur le fait qu'on ne peut pas juste prendre en compte le stock de dette. Slide numéro 3. Voilà, donc ça, c'est un autre point, c'est que même si le stock a augmenté, la viabilité de la dette a également augmenté. Donc ça, sur ce graphique, vous pouvez voir le coût du service de la dette, c'est-à-dire la quantité de paiement d'intérêt par an. Et vous pouvez voir que tous les pays européens, dans les années 90, se situaient globalement entre 3,5% et 11 à 13% dans certains cas du PIB pour le paiement des intérêts de leur stock de dette. Et actuellement, ces mêmes pays sont, en 2020-2021, entre 0 et 3% du PIB. Donc même si les stocks sont bien plus élevés, le coût agrégé pour servir la dette d'un pays européen est bien plus faible que dans les années 90. Et une des raisons est évidemment la baisse historique des taux d'intérêt de long terme. Donc là, ce que vous pouvez voir, le graphique ici, c'est les taux d'intérêt sur la dette à 10 ans pour les différents principaux souverains européens. Donc comme vous pouvez voir ici aussi, on se situe dans les années 90 en moyenne entre 7 et 13%, et actuellement entre 0 et 3%. Il y a de nombreuses explications derrière. Évidemment, le rôle de la BCE dans la détermination des taux d'intérêt à court terme, mais également une série d'effets structurels comme le vieillissement de la population, le fait d'avoir beaucoup plus d'épargne qui augmente la demande pour des actifs sûrs, et beaucoup d'autres phénomènes qu'on peut discuter qui sont tout à fait étayés dans la littérature. Mais voilà, en tout cas, c'est la tendance de long terme. Et a priori, il ne va pas y avoir nous n'allons pas revenir du 7 à 13% avant très longtemps, si jamais nous y revenons. Et un dernier point qui semble aussi important que nous ayons tous à l'esprit, c'est l'émergence de nouveaux risques budgétaires. Donc, je pense que vous avez tous déjà entendu parler de ce qu'on appelle Climate-Related Financial Risk, qui sont les risques financiers liés au climat, donc les risques, quand le changement climatique arrivera, quel impact il aura sur les banques, les fonds de pension et autres, et du coup sur la stabilité financière, qui est un des points sur lesquels nous travaillons assez fort chez Finance Watch. Mais un nouveau point qui de plus en plus commence à être compris par les économistes différentes institutions, c'est l'existence de climate-related fiscal risk, c'est-à-dire les risques budgétaires liés au climat. Là, ce que vous pouvez voir dans ce graphique-ci, c'est la première estimation faite en Grande-Bretagne par l'Office for Budget Responsibility, qui est l'équivalent UK du Haut Conseil pour la finance français, et qui analyse les différents risques budgétaires et remet un rapport annuel au Parlement britannique. Et dans le rapport annuel 2021, ils ont pour la première fois analysé l'impact potentiel du climat sur la dette publique, et en fonction de différents scénarios, ils arrivent globalement à un impact qui pourrait se situer d'ici 2050 entre plus 20% dette PIB d'ici 2050 à plus 45% dette PIB d'ici 2050. Alors évidemment, un point important là-dessus, il n'est pas du tout sûr qu'il soit possible de réellement calculer la taille des risques budgétaires liés au climat, simplement parce qu'une fois que nous aurons passé ce qu'on appelle les tipping points par rapport au climat, il est difficile d'imaginer dans quel état du monde nous trouverons, et du coup, quelle sera la pression sur les budgets publics. Mais simplement, c'est en tout cas positif de commencer à réfléchir de cette manière-là pour comprendre que le changement climatique est aussi une question de stabilité budgétaire, et donc fait partie de la discussion
liés au pacte stabilité et croissance. Voilà, c'était les 5 petits points que nous voulions rapidement aborder avec vous, et je repasse la parole à Kevin pour le timing. Ouais, un élément évidemment important, c'est la suite de l'agenda législatif sur la réforme du pacte de stabilité. Donc là, on est dans cette période qui nous emmène jusqu'au 31 décembre où on a la possibilité de répondre à la consultation publique. Donc, comme disait Ludovic, on est disponible pour vous accompagner, vous aider à vous en emparer au maximum. Donc, deadline le 31 décembre. Une fois que ce sera fait, il y a 2 prochaines étapes qui s'annoncent et qui s'annoncent dans une période qui est la présidence française du Conseil européen, qui commence au 1er janvier et qui va être un moment politique fort, d'autant que l'Allemagne s'est choisi un nouveau gouvernement et que sur le sujet des brèches semble s'ouvrir et que des passerelles semblent s'établir doucement. Donc en février, suite à cette consultation, la Commission européenne proposera un peu sa grille d'analyse sur la suite de la suspension de ces règles budgétaires qui ont été suspendues pour faire face à la gestion de la crise Covid et des conséquences économiques. Et la Commission va fixer un peu sa grille d'analyse en amont de la préparation des budgets qui seront votés à l'automne 2022 pour 2023, sachant que les États membres en général commencent à établir leur budget dès février-mars. Et donc, ils auront besoin de savoir au fond de quelle marge ils peuvent profiter. Donc, ce sera le premier temps en février. Il viendra ensuite, potentiellement en mai-juin, donc sur la fin de la présidence française, des premières propositions de la Commission européenne sur la réforme du pacte de stabilité des différents niveaux législatifs. Ils sont nombreux. On aura là un moment potentiellement important de cristallisation des propositions et du consensus, en tout cas entre principaux États membres. Et donc, on a cet agenda côté société civile pour peser à chacune de ces étapes sur la suite des discussions. Donc là, on va commencer à rentrer dans le vif de cette consultation publique composée de 11 questions. Vous le verrez, on ne traite pas les 11. On en traite, je crois, 8. Il y a toujours un effet un peu de répétition. C'est un peu obligatoire. Donc, il n'y a pas de... Voilà, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est que là, Ludovic va commencer avec les premières qui sont assez denses. Et puis, on prendra déjà un premier temps éventuellement de questions-réponses dans la foulée pour éclaircir ce qui peut devoir l'être. À toi, Ludovic. Ah oui, non, il y a ça d'abord. Oui, merci Kevin. Oui, donc ça, nous l'avons plus ou moins déjà dit, mais simplement, voilà, quelques échanges directs et indirects qu'on a pu avoir avec la Commission nous ont montré qu'il y avait en effet réellement une ouverture à de nouvelles idées et à réellement réformer le pacte stabilité-croissance, mais aussi le semestre européen et procédure des équilibres macroéconomiques. Mais quelques options clés semblent déjà identifiées aussi de leur côté. Et globalement, elles cherchent un soutien pour construire, un peu d'aide pour construire un consensus au Conseil. Donc, il est évidemment important qu'au niveau national aussi, on arrive à bien débattre de toutes ces questions. Mais aussi qu'on définisse... même si les options sont peut-être plus ou moins déjà définies, il y a une ouverture pour ajouter des points, et il est en tout cas important que la société civile, et donc que tout citoyen, toute personne, et pour répondre déjà à une question que je vois dans le Q&A, il n'y a pas que les économistes qui peuvent répondre à cette consultation, tout citoyen, toute personne, toutes les ONG, les syndicats ont tout à fait le droit, ils sont invités à y répondre, et il est important aussi même simplement de pointer ce qui pour vous pourrait être des lignes rouges, des points vraiment importants qui doivent se situer dedans. Ça peut même être quelques mots-clés bien sentis, sont tout à fait suffisants et seront comptés. Donc vraiment, n'hésitez pas à répondre, quel que soit le niveau de précision. Est-ce que tu peux aller au slide suivant, s'il te plaît? Merci. Alors, oui. Donc la première question que la Commission pose, donc là vous pourrez trouver le lien dans le chat, le lien vers la consultation en tant que telle. Toutes les questions ce sont en anglais et il faudrait du coup plutôt y répondre en anglais, mais nous avons traduit ici les questions en français et allons vous proposer quelques grands points d'analyse qu'on va essayer de brosser assez rapidement.
mais évidemment, les slides vous seront envoyés après. N'hésitez vraiment pas à nous recontacter pour plus de détails. Voilà, cette première question, comment améliorer le cadre pour assurer la viabilité des finances publiques dans tous les États membres et pour contribuer à éliminer les déséquilibres macroéconomiques existants, éviter l'apparition de nouveaux déséquilibres. Donc là, dans cette question, il y a 2 points. La partie viabilité des finances publiques qui fait référence au pacte stabilité et croissance, aux règles des 3%, 60% et tout le reste. Et la partie sur les déséquilibres macroéconomiques qui fait référence à la procédure qui a été créée en 2011, la procédure pour les déséquilibres macroéconomiques, et qui vise du coup à créer un système un peu de surveillance au niveau européen de différents indicateurs macroéconomiques pour voir où se situent les États et lancer un système d'alerte au cas où un pays dépasserait, je ne sais pas, par exemple, un taux d'endettement privé ou une balance commerciale déficitaire ou excédentaire trop forte. Dans les pistes pour répondre qui nous semblent importantes là-dessus, le premier point, qui fait donc référence à ce point sur la viabilité des finances publiques. Oui, merci. C'est d'améliorer le monitoring de la viabilité de la dette. C'est-à-dire que pour l'instant, tout le cadre du pacte de stabilité et croissance se base sur quelques grands indicateurs, notamment celui bien connu de la règle de dette de 60% maximum dette PIB, et qui est complémenté par une règle de réduction de la dette qui dit voilà, tous les États doivent atteindre 60% dette PIB d'ici 20 années. Donc si vous êtes à 100%, vous devez diminuer vos dépenses pour atteindre 60% sur 20 ans. Et ces deux parties de la règle budgétaire, donc les 60% et la rapidité de réduction, sont un peu remises en cause, mais de manière générale, rien que ce point, comme on a pu le voir plus tôt, de ratio dette PIB est probablement un piètre indicateur de viabilité de la dette. Donc c'était le point sur le fait que le Japon n'a pas de problème avec 250% de dette PIB. Alors ce qu'on nous propose, c'est de forcer à étendre le regard, donc de sortir le cadre budgétaire de ce focus un peu trop restreint sur cet indicateur pour aller vers une analyse de la viabilité de la dette qui prend en compte davantage de facteurs. Et ça, tous les experts en finances publiques connaissent bien toute cette série de facteurs. On a mis quelques-uns ici, par exemple le poids du paiement des intérêts par rapport au PIB. C'est ce que j'ai mis dans un égraphe un peu plus haut. Vous pouvez voir que la dette coûte globalement vraiment moins cher à l'heure actuelle à tous les États. Elle n'est donc vraiment pas du tout un problème et pas du tout un souci, en tout cas à court et moyen terme. Aussi, le patrimoine public. La dette ne représente pas la même chose en fonction du patrimoine public que votre État a. La part de la dette à court terme dans l'encours total de la dette. Si vous devez refinancer la moitié de stock de dette sur 2 ans, ce n'est pas la même chose que si vous avez un stock de dette qui doit être remboursé sur 10 à 15 ans. Ce n'est pas du tout la même situation, et donc c'est aussi des points importants à voir. Mais également l'identité des détenteurs de la dette. Si votre dette publique est principalement détendue par vos citoyens et par votre banque centrale, par exemple, il n'y a clairement pas du tout les mêmes risques que si elle est détenue par des acteurs financiers extra-européens, par exemple. Voilà un premier point vraiment qui nous semble important, c'est d'élargir la compréhension de qu'est-ce qui fait une dette viable. Et si on arrive à intégrer ça dans le cadre de la gouvernance budgétaire européenne, ça va permettre d'être un petit peu moins dogmatique et tout en en acceptant que cette question de viabilité de la dette est en effet importante en étant dans une union monétaire. Deuxième point, si on passe du coup à ce qu'on appelle les analyses de viabilité de la dette, il serait important, tu peux rester sur, oui, merci, d'étendre l'analyse à ce qu'on appelle les risques budgétaires, notamment climatiques, on en a parlé un petit peu plus tôt, et de bien s'assurer que le cadre prenne en compte le fait que ce soit les crises économiques, financières ou environnementales, seront finalement ceux qui auront le plus de poids sur le ratio dette PIB, sur la viabilité de la dette, sur les recettes publiques et tout ça, et donc elles doivent être incluses dedans. Une fois que c'est fait, donc si on sort du ratio dette PIB qu'on étend et que dedans on intègre la question climatique et tous les autres points, on commence à comprendre ou avoir un narratif qui peut se développer, qui peut dire, voilà, maintenant qu'on reconnaît que le climat, s'il n'est pas adressé, va devenir un risque budgétaire, il est donc logique de faire des mesures de précaution, d'autoriser la dépense budgétaire pour contrer ce risque budgétaire. Donc, par exemple, simplement, c'est l'idée de dire qu'il coûtera moins cher de faire tous les investissements nécessaires pour faire la transition et préparer nos économies au risque du changement climatique que de ne pas le faire. Et donc voilà, c'est un peu s'assurer que le cadre permet de comprendre et d'autoriser les mesures de précaution. Un troisième point qui semble important à faire, c'est aussi de comprendre qu'il faudrait que
que s'il n'y a pas de seuil de dette qui puisse garantir la viabilité de la dette pour tous les pays, donc 60%, et comme c'est bien connu, était un taux moyen des dettes publiques des États membres de l'Union européenne dans les années 90, et n'est pas du tout basé sur une analyse économique sérieuse qui montrerait qu'au-dessus de 60%, on aurait un problème de viabilité de la dette. Donc ce chiffre est vraiment arbitraire. Mais par contre, il peut y avoir des niveaux d'endettement prudents qu'on peut essayer d'estimer par pays. Mais là, il est vraiment important de comprendre que c'est 1 par pays, et que 2, ce n'est pas simplement lié à votre stock de dette, mais à la santé globale de l'économie. Du coup, il y a une certaine logique à passer à des analyses de viabilité de la dette, comme on a discuté, spécifiques à chaque pays, qui devraient mener à la définition de trajectoire d'endettement spécifique à la situation de chaque pays. Un pays va pouvoir gérer sans aucune difficulté 160% de dette PIB, peut-être un autre moins, en fonction d'autres critères. Et le 4e point, comme vous savez, donc, il y a les 60% de dette PIB. Cette limite est inscrite dans les traités européens. C'est le protocole numéro 12 annexé au traité. Et donc, il est assez difficile de le changer. Néanmoins, son champ d'application, ce qu'on entend par dette publique, est défini par d'autres textes. Et donc, si une partie des propositions qui sont faites récemment par des économistes, que ce soit allemands, par exemple, Sébastien Dullien en 2020, ou également par le mécanisme européen de stabilité récemment en 2021, ont proposé de transformer cette valeur de référence 60% en 90 ou 100% dette PIB, même si ça reste difficile parce que ça demande réforme des traités. Ce qui serait possible, c'est de garder 60%, mais d'appliquer 60% non pas à l'entièreté du stock de dette, mais simplement à la partie de la dette qu'on va dire qui est risquée ou qui est en tout cas exposée à l'examen du marché. Donc on peut tout à fait estimer que les marchés financiers ne sont pas très inquiets par le stock de dette détenu par la BCE. Parce que globalement, la Banque centrale européenne détient pour l'instant plus ou moins 25% du stock de dette de la plupart des pays de la zone euro. Et ce n'est pas simplement la BCE, c'est les banques centrales nationales en tant que partie du système européen des banques centrales et de la BCE. Et donc, la Banque de France détient 25% de la dette française. Ce n'est pas une dette qui est risquée à partir du moment où, quand elle est remboursée par l'État à la Banque centrale, à la Banque de France, la Banque de France reverse à la fin les intérêts à Bercy. Et donc, c'est une boucle fermée, les marchés le savent. Et donc, cette partie de la dette peut tout à fait être vue comme n'étant pas risquée et n'est pas exposée à l'examen des marchés. Et le même genre de raisonnement peut être fait pour le mécanisme européen de stabilité. Et donc voilà, c'est une autre proposition sur laquelle nous travaillons avec FinanceWatch, de garder le chiffre, parce qu'il est dans les traités, mais de changer l'application. La question 2, comment garantir des politiques budgétaires responsables et durables qui préservent la viabilité à long terme, tout en permettant une stabilisation à court terme? Donc là, pour comprendre entre les lignes, quand on entend responsable et durable et viabilité, on ne parle pas ici de durabilité environnementale ou sociale, mais simplement la question de la remboursabilité de la dette. Et alors le point stabilisation à court terme concerne la capacité des États membres à dépenser suffisamment pour répondre à une crise, par exemple une augmentation du prix de l'énergie, une hausse soudaine, chômage dû à la crise économique, etc. Il y a eu différentes générations de règles budgétaires au niveau européen. La première, celle que l'on connaît tous, c'est les critères de Maastricht, les 3%, 60%. En 2005, il y a eu une première réforme qui vise à rajouter une conscience de où on en est dans le cycle économique. Donc on a rajouté des déficits structurels et d'autres règles. Mais en gros, il y a de plus en plus de compréhension pardon, qu'il serait nécessaire de passer à une 3e génération de règles qui, par exemple, serait moins procyclique, car certains éléments de procyclicalité subsistent toujours dans les règles. Et donc, c'est un des points qu'on propose de faire. Une des idées qui est notamment un peu partout, qui est proposée par le European Fiscal Board, par exemple, c'est de passer des différentes règles de déficit à une seule règle de dépense. Voilà, qui pourrait notamment être basée sur les objectifs de réduction d'aide par pays. Et cette règle de dépense est censée permettre aux stabilisateurs économiques, c'est-à-dire par exemple tout ce qui est les dépenses liées au chômage, de fonctionner librement sans être contraint par un certain déficit. Un deuxième point serait par exemple de doter l'Union européenne d'une capacité budgétaire pérenne. Donc c'est globalement l'idée de rendre permanent ce qui a été créé pour contrecarrer la crise Covid. Donc, comme vous le savez, il y a eu la Recovery Resilience Facility
qui pèse 750 milliards d'euros au niveau européen, le plan de relance européen. C'est une première, c'est la première fois qu'on a une émission obligataire au niveau européen, et il y a pas mal de narratifs, où nous en parlerons un peu plus tard, et pas mal de justifications à maintenir une telle capacité budgétaire au niveau européen. Et un troisième point, pour rebondir aussi sur ce que Alain a pu dire en introduction, les règles budgétaires permettent, dans certains cas, de le désactiver, ce sont les clauses dérogatoires, mais pas mal de points ne sont pas assez développés. Les procédures ne sont pas toujours claires sur qui, quand et comment, le calendrier de quand est-ce qu'on va désactiver et selon quelles conditions n'est pas très clair, donc c'est aussi un point qu'il faudrait clarifier. Mais voilà, ce ne sont que quelques options, je l'ai déjà beaucoup dit, on aura l'occasion d'aller dans les détails peut-être plus tard. Oui, très bien, merci Ludo. Avant de passer à la question 3, je vois qu'il y a quelques questions dans le chat, notamment la dernière. Dans les mesures de précaution, vous évoquez les réformes. Pouvez-vous expliciter, Ludovic? Je reviens peut-être dessus juste. Oui, c'était, je pense, le slide d'avant. Ça devait être là. Hein. Ouais, c'est ici. C'est ça. Les mesures de précaution, mais simplement de dire que si en effet on a un risque environnemental, ça ne va pas être simplement de la dépense publique qu'il faudra faire, mais dans certains cas, ça pourrait être des réformes. Donc simplement, ce qu'on voulait dire en utilisant ce terme, c'est de s'assurer qu'on comprenne qu'une action pour combattre quelque chose comme le changement climatique va requérir à la fois des investissements, mais aussi des dépenses publiques pour soutenir certains secteurs, mais aussi certaines réformes qui peuvent être un prix carbone. Mais s'il y a un prix carbone, par exemple, qui est mis, il va falloir avoir aussi des dépenses publiques pour soutenir les ménages en difficulté. Donc voilà, par mesure, en élargissant ça aux réformes, c'était de comprendre que c'est une politique publique cohérente et pas simplement des dépenses ou simplement des investissements. Et ça fera le lien, mais je pense qu'on va revenir dessus avec une des questions qui est posée, qui est sur, je suppose qu'en plus d'assouplir les règles budgétaires, un contrôle sera effectué sur la manière dont les États investiront, mais ça, on y revient à plusieurs reprises. Une autre question, peut-être pour Finance Watch, quel taux minimum de réponse citoyenne la Commission va-t-elle considérer comme le signe d'un intérêt de la population? Car par exemple en France, ça n'a pas l'air, ça a l'air mal parti vu les thèmes portés dans le débat démocratique préélectoral. Comment faire monter ce thème dans la visibilité médiatique? Alors, c'est une question plus large qu'on peut peut-être se garder pour la fin. On peut peut-être se la garder comme peut-être une des premières questions à la fin, parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Alain, tu as peut-être un élément de réponse. Oui, non, je voulais surtout répondre, je suis d'accord, on va la garder pour la fin, mais la toute première réponse, là, de la toute première question sur création monétaire, crédit, déficit budgétaire, pas d'autre solution que le don. Je pensais que c'était utile de rebondir sur cette question, parce que, de mon point de vue, il y a bien deux questions qui sont interdépendantes, qui sont, la première, c'est les règles de déficit en tant que telles, le fameux 3%, où nous, FNH, on milite très fortement pour qu'il y ait une sorte de sanctuarisation des dépenses liées à la transition, qui sont donc des programmes, en gros, hein, pas forcément de l'investissement. Et là, le fait que les dépenses en question soient rentables ou pas, ça ne change vraiment rien au calcul du déficit qui, dans les règles actuelles de calcul, additionne simplement des investissements et des dépenses courantes. Parfois, il y a un peu d'amortissement d'investissement. Ce premier groupe de questions est assez indépendant de l'autre, qui est comment on finance tout ça. Et donc, tous les enjeux autour de le rôle éventuel de la Banque centrale, la fameuse hélicoptère-monnaie qui est un don, tout ça, c'est tout à fait une autre question qui n'est pas de l'ordre de notre conversation d'aujourd'hui, dont on sera vraiment très, très d'accord pour discuter, mais à un autre moment. Ok, merci Alain. Du coup, j'enchaîne. Je crois que je n'ai pas raté trop de questions. Vous pouvez continuer à en poser ou nous relancer si j'ai raté quelque chose. Je vais passer à la troisième question de la consultation. Quel est le rôle approprié du cadre de surveillance de l'Union européenne pour inciter les États membres à entreprendre des réformes et des investissements clés nécessaires pour aider à relever les défis économiques, sociaux et environnementaux d'aujourd'hui et de demain, tout en préservant les garanties contre les risques pour la viabilité de la dette? Ici, il y a la question qui est posée, c'est la peur de voir, en transformant les règles budgétaires, en développant des marges pour investir dans la transition, de voir au fond des pays qui auraient été des pays
peu sérieux sur le plan budgétaire, finalement, en profiter sans faire d'efforts. Et en même temps, un autre sujet, une autre question qui est de savoir, c'est-à-dire qu'on rentre dans une phase où le pacte de stabilité est aussi réformé parce qu'il y a un agenda de transition écologique avec des objectifs concrets de réduction des émissions de CO2. Et la question est de savoir comment, au fond, il n'y a pas qu'une question de quantité d'argent mis sur la table, mais aussi d'efficacité, de qualité de la dépense pour que chaque, au fond, euro investi ait un impact réel sur la réduction des émissions de CO2. Alors, les pistes pour répondre, c'est que déjà, comment inciter les États membres, c'est en créant de la marge de manœuvre, après 10 années d'incitation à moins investir ou à trop peu investir. Et donc, le premier point, qui est un point qui va être un point extrêmement tendu des discussions et négociations, c'est l'idée qu'il faut exclure un certain nombre de dépenses publiques qu'on juge prioritaires du calcul du déficit. Ou éventuellement de la limite de dépense si l'option de règle de dépense était envisagée. Ça, c'est un point fondamental sur lequel on est nombreux à s'engager, qui fait quand même qui a une place conséquente dans les débats, notamment pour financer tout ce qui est transition écologique et effectivement accompagnement dans la justice sociale des transformations des secteurs, formation des salariés, accompagnement des territoires, mais aussi R&D dans certains secteurs de l'industrie et compagnie. Donc là, il y a cette question de libérer une marge de manœuvre importante pour des dépenses publiques jugées prioritaires. Le deuxième point, la deuxième piste qui est importante, c'est tout de suite, on parle quantité, et là, on enchaîne sur la question de la qualité de la dépense publique. Quand l'objectif, c'est la réduction des émissions, on a donc besoin que l'argent mis sur la table ait un réel effet. On a des exemples, par exemple en France, de politiques publiques sur la rénovation des logements, où on a quand même mis beaucoup d'argent, par exemple, pour rénover les fenêtres par-ci, les trucs par-là, qui ont eu un effet de réduction de la consommation d'énergie très limité. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a de l'argent qu'il est bien utilisé. Et donc, la question de la qualité de la dépense est un élément fondamental, pose la question du suivi, de l'évaluation, du partage de bonnes pratiques, va aussi poser la question de la cohérence des politiques publiques. J'y reviendrai après, mais mettre beaucoup d'argent sur la transition, si en même temps, il y a toujours beaucoup d'argent sur le financement des énergies fossiles, alors il y a une contradiction dans les politiques publiques qui est importante. Et puis le dernier point qui émerge à travers la question de la qualité de la dépense publique, c'est qu'on n'est pas uniquement sur un enjeu d'argent pour investir, d'argent pour construire une piste cyclable, c'est aussi d'argent pour aller au bout de politiques publiques. Et les politiques publiques, ce n'est pas que des investissements, c'est aussi des aides à l'investissement privé. L'aide à la rénovation d'un logement, ce n'est pas de l'investissement à proprement parler, c'est une aide à l'investissement privé. Et puis, avoir des services publics, des administrations capables sur les territoires, par exemple, d'accompagner le déploiement d'une politique publique. Ce n'est pas de l'investissement en propre, mais sans ce qu'on appelle dépenses courantes, sans ces dépenses courantes de services publics, de salaires, d'agents de l'État, d'administration ou autres, les politiques publiques, des fois, ne peuvent pas se déployer. Donc, cet enjeu-là, il vient aussi à cet endroit-là, pour ne pas réduire et pour ne pas avoir une vision trop restreinte, justement, des marges budgétaires nécessaires en plus. Une autre piste sur laquelle travaille notamment Finance Watch et sur laquelle la Commission a l'air d'être assez attentive, c'est l'idée de reprendre la mécanique qu'on a vue dans le plan de relance l'année dernière. Le plan de relance, la mécanique était relativement simple. On a de l'argent. Chaque État membre doit faire une proposition de budget, de plan de relance avec cet argent-là. Et les 27, sur conseil de la Commission européenne, vont valider si le plan de relance est cohérent avec les priorités fixées pour cette période de relance. Ce qui est intéressant, c'est que les États ont été obligés, sur un certain montant, de se fixer des objectifs, de raconter la cohérence de leur politique publique et de les intégrer dans un schéma plus large d'objectifs économiques et écologiques à atteindre. Ce n'est pas aller jusqu'au bout, mais on reviendra dessus après. Mais voilà, en tout cas, c'est une piste importante pour inciter les États membres à s'engager dans la transition.
Question 4. Comment simplifier le cadre communautaire et améliorer la transparence de sa mise en œuvre? Alors, c'est une des raisons aussi de la volonté de réforme, pas forcément de gens très progressistes, mais c'est qu'effectivement l'accumulation de bases légales, d'exemptions, de contournements. On a voilà, une masse de règles extrêmement importantes, complexes, qui posent un problème à la fois d'efficacité, c'est-à-dire que beaucoup de règles qui du coup ne sont pas forcément appliquées, même si ce n'est pas forcément souhaitable parfois, des règles difficiles à déchiffrer, posant un problème pour la qualité du débat démocratique. Et donc, un des enjeux, c'est de se demander, voilà, c'est d'essayer d'aller vers une gouvernance ou un ensemble de règles qui permettent une plus grande transparence et une plus grande efficacité dans sa mise en œuvre. Donc, les pistes, alors ici, sont peut-être un peu simples, mais il y a un enjeu, en tout cas, d'avoir une gouvernance plus lisible et plus ouverte au débat démocratique. On est peut-être sur un élément de vœu pieux, mais c'est quand même un élément pour juger de la qualité des propositions qui seront faites. La proposition que développe Finance Watch sur un plan national d'investissement et de réforme qui remplacerait 3 documents d'information des États membres à destination de la Commission européenne permettrait par exemple d'avoir un seul document qui dise à la fois quel type d'investissement ils veulent faire, quel type d'évolution des normes de réforme je veux faire, quelle évolution de la fiscalité je veux faire sur 5 ans, pour avoir une vision d'ensemble, pour en ressortir un élément de cohérence, et plutôt que d'avoir une série de documents avec leur propre logique économique, rédigés parfois par des ministères différents, et qui en fait ne s'accordent pas et souvent organise une priorisation des objectifs, souvent à l'avantage de la réduction de la dépense publique. Le deuxième point, c'est éventuellement le renforcement de la gouvernance climat en Europe pour développer une évaluation et un suivi pays par pays qui fasse référence. C'est une discussion qu'on peut avoir à la Fondation pour la nature et l'homme. La gouvernance européenne de la stabilité financière, de la stabilité budgétaire est puissante, organisée. C'est la gouvernance la plus forte politiquement au sein de l'Union européenne. On a besoin qu'émerge une gouvernance climat ou Green Deal ou de transition juste plus puissante. On a vu en quelques années le Haut Conseil pour le climat s'imposer en France comme un point de référence d'évaluation et de suivi des politiques publiques climat en France. Il y a donc de la marge pour faire émerger une gouvernance climat qui soit suffisamment forte, suffisamment influente pour servir de point de référence au débat démocratique et peser dans les grands arbitrages économiques. Voilà pour la question 4. Alors avant de repasser la parole à Ludovic, un petit regard sur les questions. Alors, j'ai entendu dire que certains choix économiques pourraient engendrer un peu d'inflation ou bien que certains voulaient rehausser la cible d'inflation de la BCE. Les informations dont je dispose, l'Europe est vieillissante, la majorité risque-t-elle de ne pas être intéressée par de l'inflation? Qu'en pensez-vous? Est-ce un point potentiellement bloquant? Un élément sur le rapport à l'inflation, ou est-ce qu'on se garde ça peut-être pour la fin? Alain? Oui, moi je pense que ça vaut le coup de répondre. C'est effectivement il y a un risque que cet argument-là soit évoqué, soit invoqué par ceux qui, pour d'autres raisons, ne veulent pas voir bouger ces règles. Il y a deuxièmement un point important, c'est que dans les modèles économiques et dans la représentation qui est faite de toutes ces questions par les économistes qui essayent d'appliquer le raisonnement des règles budgétaires qui est beaucoup plus compliqué que ce qu'on vient de dire ici, hein, qui intègre des idées, des notions de déficit structurel, de niveau de chômage non inflationniste. Cette question est assez importante. Je pense que la question de l'inflation. Et enfin, dernier point, le Covid a créé un peu de tension à gauche à droite sur un certain nombre de ressources. Donc, je pense qu'on ne peut pas esquiver la question. Pour moi, elle n'est pas dirimante. Je ne crois pas qu'il faille considérer que ce soit un facteur clé de blocage. Je pense simplement que dans les réponses et dans les manières d'argumenter sur le fait que les méthodes de calcul économique aujourd'hui ne sont pas adaptées,
faudra intégrer des éléments relatifs à la vraie situation de l'emploi. Est-ce qu'on est en situation de tension possiblement inflationniste quand le taux de chômage est de X%, ou est-ce qu'il ne faut pas avoir d'autres critères? Parce qu'on sait tous que le taux de chômage n'est pas une bonne représentation de l'intensité avec laquelle les ressources productives sont employées. Alors, je te passe la parole, Ludovic, puisque ce qu'on essaie de faire, si tu es d'accord, Ludovic, on va jusqu'au bout des questions. Elles sont un peu moins denses, les suivantes. Et après, on pourra prendre le temps de répondre aux dernières questions. J'ai vu une main se lever dans l'audience. On revient à tout ça après les 4 prochaines questions. Parfait, merci, merci Kevin. Sur cette question, oui, je vois dans l'audience juste simplement un petit point demandant s'il n'y avait pas de question 5. Nous avons juste fait pour cette présentation une sélection des questions qui étaient les plus pertinentes. Comme c'est déjà assez dense avec ça, on a pointé celles qui semblent vraiment les plus importantes, mais on peut tout à fait discuter des autres après, mais en l'occurrence, la question 5 est un peu les moins. Pour être sur la question 6, donc à quel égard la conception, la gouvernance et le fonctionnement de la facilité de relance peuvent-ils fournir des indications utiles en termes de gouvernance économique grâce à l'amélioration de l'appropriation, de la confiance mutuelle, de l'application de l'interaction entre les dimensions économiques et fiscales? Alors cette question est un peu longue et peut sembler complexe. Elle a en fait été ajoutée récemment, c'est-à-dire la consultation de la Commission sur la réforme des règles a été lancée en février 2020. Puis elle a été mise en pause dû au Covid. Et ils l'ont relancé en octobre. Entre-temps, une grande nouveauté, c'est donc le plan de relance européen, la facilité de relance. Et clairement, par le fait d'ajouter cette question, la Commission montre aussi son envie de recevoir des réponses allant dans le sens de vous devriez réfléchir à ce qui a été fait de positif avec cette facilité et l'utiliser. Et ce qu'on en comprend, de point principal, c'est l'idée d'avoir des plans intégrant investissement et réforme dans un plan cohérent et avec différents types d'incidents positifs. Donc je vais aller dans le cœur directement. Dans les pistes pour répondre, si on reprend 4 leçons importantes, la première est qu'il est visiblement possible de s'accorder sur des politiques publiques prioritaires et des critères d'évaluation. Donc dans le cadre de la relance, 6 piliers ont été définis: la transition verte, transformation numérique, croissance intelligente, durable et inclusive, cohésion sociale et territoriale, résilience sanitaire, économique, sociale et institutionnelle, et politique pour la prochaine génération. Comme vous voyez, c'est des thèmes assez génériques, pas mal de mots-clés, permettent de mettre beaucoup de choses. Ça, c'est pour vraiment les thématiques, mais en tout cas, on voit dans quel sens elles vont. Et pour l'aspect critère d'évaluation, c'était par exemple le respect du Do No Significant Harm. Et voilà, ce genre de choses ont été davantage développées. Et c'est une bonne leçon qui pourra tout à fait être gardée pour des prochains outils dans le cadre du semestre européen, par exemple, cette idée d'avoir des plans nationaux de réforme d'investissement, qui est du coup la leçon numéro 2. Donc un plan pluriannuel associant dépenses et réformes permet de repenser les politiques publiques dans leur ensemble et en cohérence. Sinon, comme il a pu être dit plus tôt par Kevin, c'est en effet fait à différents... Les États remettent les budgets qui peuvent ne pas toujours se retrouver en cohérence avec leur plan national de réforme qui remettent à un autre moment de l'année. Donc voilà, les avoir ensemble permet de simplifier la gouvernance, de s'assurer un peu plus de cohérence. Et ça semble en effet être un point tout à fait intéressant. La leçon numéro 3, c'est que la légitimité de ces différents plans nationaux est renforcée, en tout cas dans les pays qui l'ont fait, par leur réalisation en partenariat avec les acteurs nationaux. Dans certains cas, il y a pas mal d'échanges, que ce soit avec les syndicats de société civile ou les entreprises pour essayer de bien définir ces plans. C'est en effet quelque chose qui est une leçon à garder et à s'assurer que ça devient un des critères si on devait développer ces plans nationaux de réforme d'investissement. Et la dernière leçon, qui a été déjà discutée dans la question 3, c'est le fait de lier ce mécanisme à des incitants positifs. J'ai eu l'occasion de discuter avec certaines personnes à Bercy, au ministère des Finances, et globalement, leur vue, c'est que oui, ils ont été d'accord de faire
ces plans de relance nationaux, mais ça demandait vraiment des gros efforts pour mettre tout ça en cohérence, des allers-retours avec la Commission, tout ça était un processus assez lourd, et c'était globalement accepté par tous les pays européens, par les différents ministères des Finances, car c'était lié à l'accès à des financements européens supplémentaires. Et là, l'idée dans ce cas-ci serait de lier le fait de faire ces plans à la possibilité d'exclure certaines dépenses des limites de déficit ou des limites de dépenses si on devait changer cette règle. Donc voilà, le fait d'avoir cet aspect incitant positif permet à l'ensemble du mécanisme de bien fonctionner. Voilà. Oui, ça c'est un autre point. Cette question 7, donc, est-il possible de renforcer les cadres budgétaires nationaux et d'améliorer leur interaction avec le cadre budgétaire de l'Union européenne? Il faut savoir que depuis, si je ne me trompe pas, 2011-2012, le six-pack, il y a des standards minimums pour les cadres budgétaires nationaux, avec une série de règles sur comment les États sont censés faire leur budget, mais aussi, à travers ces règles, il y a un point qui demande aux États membres de développer ce qu'on appelle des autorités, des institutions budgétaires indépendantes nationales. Dans le cas de la France, c'est le Haut Conseil pour la finance, si je ne me trompe pas. Un des points, deux des idées qui pourraient développer sur cette question 7, c'est premièrement d'affiner le mandat de ces autorités. Par exemple, s'assurer qu'elles aient une réelle indépendance, c'est un premier point, une indépendance du politique pour qu'elles puissent effectivement réellement faire leurs tâches. Mais le deuxième point qui est important, c'est pour faire quelles tâches. Si c'est pour qu'elles soient plus catholiques que le pape et qu'on ait encore plus de contraintes budgétaires, c'est peut-être pas forcément la bonne chose à faire, mais par contre, le mandat peut être pensé de manière intelligente pour qu'à la fois elles s'assurent de garder un œil sur les investissements publics qui doivent être faits, qu'il y ait en tout cas assez de quantité pour éviter que les États négligent, mais aussi garder un œil sur la qualité des dépenses publiques. Elles pourront en effet s'occuper de faire ce qu'on appelle le green budgeting, et aussi s'assurer de développer en tout cas tous les, on appelle macroeconomic forecast, tous des projections macroéconomiques pour que le gouvernement puisse le mieux possible établir un budget cohérent et honnête. Mais ce qui pourrait aussi être important et intéressant, c'est qu'elle se charge de faire des analyses de viabilité de la dette pays par pays, et qu'elle puisse avoir un certain rôle dans le fait de proposer ce qu'on appellerait un country specific debt pathway, un peu un plan d'endettement ou de réduction de la dette par pays. Donc au lieu d'avoir, comme c'est dans les règles budgétaires européennes actuelles, une seule règle qui force tous les États à devoir diminuer leur stock de dette d'un 20e par an jusqu'à atteindre 60%, ce qui veut dire, dans le cas de l'Italie actuelle, excédant 60% de dette publique, globalement avoir un excédent budgétaire de 3 à 5% de son PIB, ce qui clairement casserait la relance et aura un impact extrêmement négatif sur l'économie italienne et l'économie européenne en général. Elle serait de passer de ce système-là à quelque chose de beaucoup plus, qui prendrait, comme on a pu en discuter plus tôt, le contexte et les difficultés potentielles de chaque pays. Et ce rôle-là pourrait être donné aux autorités nationales. Un deuxième point, du coup, ça pourrait être aussi de s'assurer que dans ces règles qui définissent ce qu'est un cadre budgétaire national et quels sont les standards minimums, d'avoir un point sur la qualité des dépenses publiques. Pour l'instant, c'est principalement la quantité de dépenses publiques, s'assurer que vous respectiez les règles maximum de déficit et de dette, mais il pourrait tout à fait y avoir des éléments minimums de qualité. C'est un autre point. Ouais. 8, c'est moi. Question 8, alors. Comment le cadre peut-il garantir une application efficace? Quel devrait être le rôle des sanctions pécuniaires, des coûts de réputation et des incitations positives? Au fond, la question que pose la Commission, c'est comment est-ce qu'on fait respecter une règle? Le bilan du pacte de stabilité et de croissance, c'est que, en tout cas pour ce qui concerne les pays qui ont dépassé les 3% de déficit, il n'y a jamais eu de sanctions. Pour un pays comme l'Allemagne, c'est dans le cadre de la procédure pour les déséquilibres macroéconomiques, qui avait des excédents commerciaux énormes, qui avaient un impact de déséquilibre. Il n'y a jamais eu de sanctions dynamiques, de sanctions. Le sentiment qu'on a besoin de règles qui soient appliquées, et donc la Commission pose la question des leviers pour encourager les États membres à
appliquer les règles qu'ils vont décider pour eux-mêmes. Finalement, le bilan qu'on en tire, c'est quand même que tout ce qui est sanctions pécuniaires ne fonctionne pas. Le coût politique de ces sanctions est souvent trop important pour qu'ils soient engagés et par ailleurs vient alimenter peut-être des sentiments de défiance des populations à l'égard des décideurs européens. Donc, au fond, les pistes et les leçons qu'on tire, c'est que déjà, il y a un enjeu de légitimité. La légitimité doit être un des points clés de notre réflexion et de critères d'analyse des propositions qui sont sur la table. C'est-à-dire qu'il faut que les choix qui soient faits génèrent de la légitimité des règles. Donc, il faut que les règles elles-mêmes soient compréhensibles, donnent le sentiment de participer à des objectifs qui font à peu près consensus. Et c'est déjà le point de départ de leur bonne application. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, la dimension d'incitation positive, elle est ouverte par l'idée de créer de nouvelles marges de manœuvre. Et il serait possible, c'est une discussion, chacun peut avoir son avis, de conditionner l'accès à ces marges supplémentaires à l'application de certains principes, de certaines règles. Alors, une, par exemple, qui est défendue par nos amis du CAN Europe, c'est de conditionner l'exclusion de ces dépenses nouvelles du calcul du déficit à des politiques de green budgeting, c'est-à-dire de faire en sorte que les dépenses publiques liées au financement des énergies fossiles soient réduites à mesure que le temps avance, parce que c'est un gage de cohérence des politiques publiques. Ça peut être l'atteinte d'objectifs environnementaux. Si au bout d'un certain nombre d'années, tout cet argent mis sur la table n'a pas permis de réduire les émissions de CO2, d'atteindre certains objectifs que vous étiez même fixés dans un État membre, alors se pose la question de la légitimité de maintenir ces marges d'action supplémentaires. Et puis peut-être pour les plus, c'est ce qui sera probablement proposé côté un peu plus conservateur, c'est aussi d'avoir un équilibre entre ces marges de manœuvre et le respect des règles de stabilité budgétaire. Il y a, voilà, sur ce sujet-là, en tout cas, et puis évidemment la question d'un agenda de réforme autour duquel, de réforme dite structurelle souvent, où tout est possible. On peut avoir des agendas très libéraux, non liés aux politiques publiques envisagées, sur les politiques de retraite, de marché du travail, comme on pourrait imaginer aussi tout simplement des engagements à réformer certaines règles ou normes qui ralentissent la transition écologique. Et là, leur non-application pourrait elle-même générer une réduction de l'accès à ces marges supplémentaires. On saute par ailleurs également la question 9, on pourra y revenir aussi, mais on n'a pas estimé indispensable à traiter. La question 10, c'est comment le cadre devrait-il prendre en considération la dimension de la zone euro et l'agenda pour l'approfondissement de l'union économique et monétaire. La réforme du pacte de stabilité, au fond, s'inscrit dans une réflexion plus large et assez ancienne de renforcement de la stabilité économique de la zone euro. L'agenda zone euro a un petit peu disparu ces dernières années, notamment après la crise grecque, où il était très important. Il est évident qu'un point de stabilité consiste à envisager des outils qui limitent la divergence entre les États membres. On a vu sur les 15 dernières années une tendance à voir les pays les plus en difficulté être toujours plus en difficulté, et les pays peut-être du nord de l'Europe concentrer les flux financiers, les avantages en tout genre. Un point qui est important, on l'a déjà cité, mais c'est cette capacité permanente de stabilisation budgétaire, cette capacité à emprunter en commun pour venir en aide financièrement aux pays les plus en difficulté. Avec le plan de relance, c'est l'Espagne et l'Italie qui ont reçu les plus grandes dotations, les plus gros transferts d'argent, et ça, ce n'était pas uniquement à l'avantage de l'Italie et de l'Espagne, au contraire, ça a permis de stabiliser l'ensemble de la zone euro et de limiter la casse aussi pour la France ou l'Allemagne. Donc évidemment, la solidarité, ce n'est pas qu'une question de principe, c'est aussi un enjeu d'efficacité économique.
Donc voilà, ça c'est un point qui est important. L'enjeu est de savoir et dans quelles conditions on pourrait avoir cette capacité d'endettement mutuel dans la durée. En tout cas, là-dessus, il y a beaucoup de réflexions en cours. Et la dernière question, alors que Finance Watch n'a pas traité dans sa V1 de réponse à la consultation, mais on l'a mise quand même, c'est compte tenu de la façon dont la crise du Covid-19 a remodelé nos économies, y a-t-il d'autres défis que le cadre de gouvernance économique devrait prendre en compte en plus de ceux identifiés jusqu'à présent? Ici, c'est aussi quand même l'occasion de faire le bilan de l'impact de la crise Covid sur les sociétés. Il est au-delà même de nos enjeux de transition écologique. Il est évident que l'impact sur les inégalités, notamment, a été massif et que pour quiconque s'intéresse à la solidité des sociétés et des économies européennes pour les décennies qui viennent, vont devoir s'intéresser et placer cet enjeu, notamment d'inégalité, au cœur de la réflexion. Cette question, c'est l'occasion aussi pour les uns et les autres, même au-delà de ce qui s'avère être un peu le consensus grandissant autour d'enjeux de marge supplémentaire pour la transition écologique. Ça permet aussi de faire remonter d'autres enjeux, d'autres aspirations qui sont aussi fondamentales pour les décennies qui viennent. Voilà, on a fait le tour des 11-3, si je ne dis pas de bêtises, mais des vues principales questions du moment. Ouais, ça, c'est si ça vous va, on rentre dans une phase de questions-réponses, ou peut-être que... Oui, ça semble une bonne idée. Il nous reste 20 minutes. Vous avez toujours l'outil questions-réponses pour poser... alors, vos réponses. Alors, je vois une question, par exemple. Alors, est-ce qu'une piste d'analyse des risques budgétaires pourrait, au titre des mesures de précaution, inclure une mesure de l'effort réalisé par chaque pays pour lutter contre les pratiques d'évitement fiscal? C'est une bonne question. Est-ce que parmi nous, quelqu'un a un élément de réponse? Alain Grandjean. Oui, je vais répondre en disant que moi, j'ai plutôt tendance à dire oui, je n'y avais pas du tout pensé, mais je trouve que c'est une bonne idée. Et il me semble que ça pourrait rentrer dans un chapeau derrière la notion de nouvelles mesures structurelles, parce que dans le deal permanent entre les divers États et les fameuses disciplines, le mantra, c'est mesures structurelles. Et puis, les mesures structurelles, c'est toujours les mêmes mesures. Hein. Pas Christian, je vais dire ça. Et nous, ce qui nous semble, c'est qu'il faudrait que les mesures structurelles, elles soient de nature à converger, non pas vers une croissance du PIB ou une réduction de l'output gap, qui sont pas les objectifs prioritaires, mais bien vers tout ce qui est relatif à la transition juste. Or, l'évitement fiscal, c'est bien un élément d'injustice fort, et donc ça rentrerait bien dans ce type de proposition globale, enfin de paquet, un paquet sur c'est quoi les mesures structurelles qu'on pourrait s'engager les uns et les autres à proposer comme étant de nature à consolider les trajectoires. Effectivement. Je vois une autre question. Alors, une question. Est-ce que les slides seront partagés? Je pense qu'on peut dire oui, même si on va peut-être les retravailler encore un petit peu. Mais je pense qu'on va se permettre de vous envoyer ça, plus à nouveau le lien vers la consultation publique. Et dans la foulée, il y aura aussi la réponse à la consultation publique de Finance Watch, celle de la Fondation pour la Nature et l'Homme, pour aussi vous aider à vous inspirer. J'ai vu, Ludovic, que tu voulais ajouter peut-être un élément. Non, en effet, on pourra tout à fait partager les slides, et aussi, si vous voulez un peu plus de discussion, d'informations sur le sujet. Kevin, est-ce que tu saurais mettre le slide 31, s'il te plaît? C'est avant ou après? Parce que je ne vois pas les numéros. C'est l'avant-dernier. Alors, on est parti. Tu me dis stop. Merci, oui, si.
Celui-là. Oui, parfait. N'hésitez pas, donc je vous mets le lien ici, un tout petit peu de publicité. 3 rapports qu'on a fait récemment sur le cadre budgétaire européen. Le premier, One Framework to Rule Them All, 5 questions sur le cadre budgétaire, les grands enjeux, qu'est-ce qui serait possible de faire. Le deuxième, c'est une analyse plus juridique. Donc, comme on l'a pu le dire à un moment, c'est un cadre assez complexe. Il y a autant des éléments qui sont dans les traités européens, d'autres qui sont dans la législation secondaire et encore des documents interprétatifs. Tout ça est clarifié en une vingtaine de pages dans ce rapport-ci. Et le troisième, Fiscal Mythology and Masked, c'est un rapport qui tente de contrecarrer quelques grands mythes budgétaires. Par exemple, si la dette publique dépasse 100% du PIB, elle devient insoutenable, ou la dette est une charge insoutenable pour les prochaines générations. Ce genre d'arguments sont... on a épluché la littérature scientifique pour essayer de donner les meilleurs contre-arguments. Donc voilà, n'hésitez pas. Et on vous enverra en effet tous les documents pour répondre à la consultation. Et je réitère, n'hésitez pas à nous contacter pour aller un peu plus en détail de certains points si vous le voulez. Ok. Alors, d'autres questions dans le chat. Alors, pour la question 9, existe-t-il une grille consensuelle et honnête pour juger de la qualité de la dépense sur laquelle s'appuyer pour distinguer les opérations réellement vertueuses de certaines autres très problématiques? Par exemple, la compensation par plantation de forêt. Sur la qualité de la dépense publique, Ouais, je peux essayer rapidement à ce stade-ci. Ce qu'on a en général, c'est appelé, le vocable, c'est green budgeting. Et malheureusement, à ce stade, il ne semble pas y avoir encore vraiment de consensus au niveau européen. Donc, ce que la Commission a sorti récemment, en octobre, c'est un document reprenant un petit peu et synthétisant les différentes pratiques de green budgeting faites au niveau européen. Il me semble que dans ce cadre-là, la France fait de l'assez bon boulot. Mais il y a clairement encore des marges d'analyse. Mais si je ne me trompe pas, Olivier Baudin a peut-être quelques éléments sur ce sujet. si Olivier, tu es parmi nous et que tu veux compléter ce point, je vais lui mettre ton micro. Malheureusement, j'étais à haute pendant quelques minutes, donc je ne sais pas de ce dont vous venez de parler. Donc, je compléterai Excuse-moi Olivier de volontiers. te mettre on the spot, c'était simplement une question sur la qualité des dépenses publiques et green budgeting. Est-ce qu'il y a une Est-ce qu'il y avait grille, déjà une procédure, une méthodologie vraiment de qualité qui avait émergé? Ok. Sur ce sujet, je crois qu'il y a deux études qui viennent d'être faites par la Commission et qui veut consacrer pas mal de ressources l'année prochaine à renforcer les questions sur le green budgeting. Ce qui apparaît d'abord, c'est que très peu de pays dans l'Union européenne ont des méthodes de green budgeting et que pratiquement aucun n'a véritablement une approche qui soit de type évaluation d'impact et orientée sur les résultats. Et que beaucoup est au niveau de la ligne budgétaire, de l'intention d'une ligne budgétaire ou de l'objectif supposé, enfin, ou du résultat supposé, mais sans aucune quantification ou sans aucune méthode sérieuse pour faire ça. Et je crois vraiment, si on veut parler sérieusement d'identification de dépenses vertes, je crois qu'il va falloir inciter les États membres dans le cadre de cette réforme aussi, mais pas seulement, à améliorer les méthodes je suggère vraiment, il y a deux papiers qui ont été écrits. Un papier a été écrit par la Commission elle-même et un autre papier, je vais essayer de retrouver les liens assez rapidement, et un autre papier conjointement avec le FMI et l'OCDE. Et ils font une revue assez intéressante de ce qui est en cours, et vraiment, c'est très très faible, il faut dire, c'est très très faible. Merci Olivier. Alors, une autre question. Passer à surveiller la dette hors BCE, c'est en gros, si on enlève la dette BCE, c'est que la dette publique française, c'est 90%. 90%. Cela reste contraignant pour aller vers les 60%. Ça risque d'être assez disciplinaire. Là-dessus,
Et je me permets du coup de l'élargir avec une autre question qui moi, m'a été posée. Parce qu'il y avait une autre option qui était de réduire la pression, c'était de se dire on ne rembourse pas sur 20 ans. Enfin, on ne vise pas d'aller à 60% sur 20 ans, mais sur 50. Dans les deux cas, au fond, on réduit la pression, mais effectivement, dans les deux cas, la direction reste un peu les mêmes. Est-ce que c'est quand même compatible avec l'idée d'avoir une politique de gestion de la dépense publique un peu moins procyclique qu'elle ne l'a été? Entre les deux. Oui, merci, merci Kevin et merci Cathy pour cette très bonne question. Ça reste en effet contraignant et de nouveau, l'idée ici n'est pas du tout de se dire que c'est la solution parfaite, parce que là, on est plus de l'ordre de la politique que du monde idéal. C'est qu'il va falloir trouver un compromis en fonctionnant dans le cas des contraintes que nous avons. Contrainte nous avons, c'est que ce chiffre est dans les traités. Certaines propositions sont là pour le changer. Il y a quand même peu de chances que la conférence sur le futur de l'Europe amène une révision des traités, mais on ne sait jamais. Si ça devait être le cas, à ce moment-là, on peut en effet discuter du fait d'avoir un seuil commun pour tous les pays et voir si c'est toujours cohérent ou si on devrait plutôt passer, ce qu'on pense, à des analyses de la viabilité de la dette pays par pays qui arriveraient du coup à un niveau de dette prudent par pays et qui pourrait du coup devenir un objectif, mais pas en tout cas avoir de seuil absolu qui peuvent parfois se retrouver à être négatifs, car ça crée un point de référence commun qui n'a pas de sens, qui est arbitraire, mais qui en attendant est quand même regardé par tout le monde pour se positionner, que ce soit les marchés pour juger des États ou que ce soit les États entre eux. Donc la meilleure option serait probablement de sortir, de ne plus avoir ces critères, mais c'est déjà dans le cadre, imaginons il n'y a pas du tout de possibilité de réformer ce point-là, il nous semblait que c'était une manière assez intelligente d'avancer pour réduire un peu la pression. Il y a une certaine logique à le faire, et à ce moment-là, on dépasse on ne rentre pas dans le débat d'annuler ou pas les dettes détenues par la BCE, mais simplement de ne pas les compter dans le cadre du pacte stabilité et croissance. Et ça peut se coupler avec le fait de changer le rythme de réduction. Et le rythme de réduction, plutôt que de passer de 20 à 50 ans, pourrait plutôt être défini par État. Et ça serait les institutions budgétaires indépendantes nationales qui définiraient en fonction d'une analyse de viabilité de la dette pays par pays, quel serait le taux viable pour chaque pays. Et pour revenir sur le point rajouté par Kevin, qui est est-ce que ça sera suffisant pour permettre d'avoir une politique qui permette assez d'investissement et de dépenses? C'est tout le point du coup de se dire qu'il y a ce système-là pour le stock en général, mais on crée néanmoins une exception pour différents types d'investissements et de dépenses, ceux qui sont définis dans le cadre des plans d'investissement et de réforme nationaux, qui passeront du coup par, donc les États membres proposeront à la Commission analyserait ces plans en fonction d'une série de critères prédéfinis de la même manière que ça a été fait avec la facilité de résilience, et ensuite il y aura une validation politique au Conseil de ces plans, et il serait donc exclu des règles. Et à ce moment-là, on peut avoir un peu autant tous les investissements et dépenses nécessaires pour des points important, et on rassure les pays, on va dire, non pas frugaux, mais certains pays du Nord, que ces marges budgétaires supplémentaires seront utilisées pour de la bonne dépense. Merci Ludovic. Alain, tu voulais ajouter un point? Oui, moi je voulais ajouter un point pour que ce soit clair. Moi, en tout cas, dans la réponse qu'on est amené à faire, ça me semble clair qu'il faut dire que le 60% ou n'importe quel niveau est une absurdité macroéconomique. Je pense qu'il faut être quand même un peu clair là-dessus. Il y a beaucoup de littérature sur ce sujet-là. Et après, ça c'est mon premier point. Mon deuxième point, c'est que moi je ne crois pas un quart de seconde au fait qu'on puisse toucher à ce 60% parce qu'on ne touchera pas au traité dans un calendrier compatible. C'est la décennie qui vient qui est cruciale pour le climat. Donc je ne crois pas qu'on réformera les traités. Donc il faudra jouer avec des subtilités. Aujourd'hui, le 60%, il n'est juste jamais respecté, en fait. Donc je ne suis même pas complètement sûr que ce soit un sujet de bataille. Je ne suis pas complètement convaincu de ça. Ce qui me semble vraiment beaucoup plus important, c'est ce qu'on a dit sur la qualité de la dette, sur tout ce qui permet d'évaluer qu'une dette est soutenable, et puis tout ce qui est relatif à l'individualisation de cette question, pays par pays. Merci Alain. Peut-être une question à laquelle Alain t'a essayé de répondre, mais que je peux remettre parce qu'elle
et d'actualité même pour nous. Le gouvernement allemand propose de calculer l'output gap de manière différente pour se donner des marges de manœuvre différentes. Ne faut-il pas poser le débat au niveau européen? Alors là, on rentre encore, on met un pied de plus dans la technicité. Mais pour répondre à cette question, en tout cas, c'est un angle on a clairement identifié. Et Finance Watch et la Fondation pour la Nature et l'Homme sont dans une grande coalition qui s'appelle Fiscal Matters. Et cette proposition, elle vient de partenaires de Deserna Zukunft, un think tank allemand. Et effectivement, c'est une piste qu'on va explorer sans forcément en faire une priorité dans le cadre de la consultation publique, parce qu'on est probablement sur quelque chose de l'ordre du compromis un peu par défaut, enfin de l'option par défaut à une échelle législative très faible, puisqu'on n'est ni sur les bases légales, règlements directifs, évidemment pas au niveau des traités. Mais ouais, c'est quelque chose qu'on va quand même étudier, mais un peu plus tard, je pense. Thierry, j'ai vu que tu avais levé la main. Ouais. Oui, peut-être. Enfin, le débat est large, donc je ne vais certainement pas le trancher en une minute, mais il est quand même important de garder à l'esprit que l'output gap, si je voulais résumer ce qu'est l'output gap en deux phrases simples, c'est un concept théorique qui n'est pas inintéressant, mais qui reste totalement théorique et qui n'est pas mesurable. Donc, fonder des politiques publiques sur quelque chose qui n'est pas mesurable ou qui reste extrêmement fragile, c'est quand même quelque chose de, pour le dire très, très diplomatiquement, fragile. En plus, derrière l'output gap, il y a les notions de croyance dans la notion de on a besoin de croissance potentielle. Donc, on ne va pas rentrer dans ce débat parce que là, on n'a franchement pas le temps dans les quelques minutes qui nous restent. Et puis que la croissance est la résultante des facteurs travail et capital, etc., etc. Il y a énormément de présupposés théoriques et donc, mais sans jugement de valeur idéologique derrière cet output gap, qui en font, de mon point de vue, à tout le moins, une mesure pas si intéressante que ça. Alors après ça, le débat se focalise dessus. Il y a un moment, il faut savoir rentrer dans le débat, mais je suis vraiment pas sûr que ça soit la priorité dans le monde réel. Mais heureux d'en débattre, hein, le débat est large. Merci beaucoup Thierry. Alors je regarde s'il y a d'autres questions qui ont été posées. Je n'en vois pas. Il y a un petit dernier point de Patrice Cana sur le TSCG étant plus keynésien, parce qu'il tient compte du cycle. En gros, le TSCG réappuie sur la notion de déficit structurel qui est basée sur l'idée output gap, qui est basée sur l'idée d'avoir un déficit qui prend en compte où on en est dans le cycle économique, mais ce qu'on voit justement, et c'est la discussion qu'on va d'avoir, c'est que la manière de calculer l'output gap peut être procyclique, il peut avoir des problèmes, et en général, ça reste une estimation. Et en gros, la plupart des propositions vont dans le sens de dire, allez, on sort de ces deux règles de déficit, donc celle des 3% classiques et celle structurelle qui est censée prendre en compte le cycle économique, et on remplace ça par une règle des dépenses, qui aussi demande de faire un tout petit peu de projection économique, donc ce n'est pas 100% parfait, loin de là, mais c'est déjà beaucoup mieux, ça prend en compte le cycle, c'est des variables qui sont bien plus facilement contrôlables par les gouvernements. Et l'idée, c'est que la règle des dépenses ne s'appliquerait globalement pas du tout à la partie des dépenses publiques qui sont activées lors d'une crise économique ou autre, par exemple tout ce qui va être dépenses, chômage et autres. Donc si on veut vraiment rentrer dans quelque chose qui serait plus keynésien en prenant en compte du cycle, aller vers une règle des dépenses semble plus intelligent et semble déjà globalement faire tellement preuve d'un consensus au sein de la bulle des experts européens, qu'il y a beaucoup de chances que ça soit une des propositions de la Commission. Donc, ça vaut la peine de commencer à préparer des arguments pour et contre, ou comment l'améliorer et autres. Je pense que ce point, si je peux me permettre, est particulièrement important. Donc, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Ludovic, mais c'est vraiment très, très important. Ce point. Merci. Alain, tu as levé la main. Je pense que tu peux en profiter pour apporter un élément de conclusion, puis je te repasserai la parole, Thierry. Oui, donc je redis sur cette discussion que moi, ce qui me paraît vraiment clé, c'est d'insérer dans la discussion sur les déséquilibres macroéconomiques. En gros, cette procédure-là, elle doit être beaucoup plus importante que ce qu'elle est aujourd'hui.
une évaluation des tensions sur le marché du travail qui soit bien meilleure que le taux de chômage. Parce que je pense qu'on aura toujours, et de manière incontournable, des débats sur le fait si vous mettez de l'argent et quelle qu'elle soit, ça va créer ça va redémarrer, ça va redynamiser le marché du travail si on a des tensions inflationnistes, c'est important. Donc je pense que c'est ça la clé. Et donc c'est une manière de prendre ce débat sur le cycle de manière probablement un peu plus concrète, mais il faut proposer un indicateur. Alors j'en profite et puis là je conclus que pour moi des propositions auxquelles il faut bien réfléchir, ça tourne autour de la question qui a été posée par Étienne Journet tout à l'heure. Il faut qu'on ait une batterie d'indicateurs qui montrent qu'on va dans le bon sens. On est très piloté aujourd'hui dans cette affaire par le PIB, par l'output gap, c'est ça qui se passe de fait, alors qu'on doit être piloté par des objectifs et des indicateurs beaucoup plus concrets. Est-ce qu'on est vraiment en train de réussir notre transition juste, ou est-ce qu'on est en train de dépenser l'argent n'importe comment? Je pense que c'est ça qui sera de nature à rassurer tout le monde, parce qu'on a quand même un grand commun européen. Je pense maintenant, il y a une majorité des Européens qui est très sensible au fait que le désastre climatique, c'est un enjeu majeur, commun, et qu'il faut dépenser à la fois en termes d'atténuation et en termes d'adaptation. Donc simplement, il faut se prouver les uns et les autres qu'on ne dépense pas n'importe comment, et c'est ça tout l'enjeu de la qualité et de son objectivation. Je vais m'arrêter là, Kevin, parce que je ne veux pas trop long. Merci Alain. Thierry, un petit mot pour conclure. Oui, peut-être juste pour prolonger, mais très rigoureusement dans la lignée de ce que vient de dire Alain, ce côté de qualité de la dépense, j'ai presque envie de dire, Alain, pardonne-moi, c'est une question de bon sens. Revenons au bon sens, essayons de réfléchir qualitativement et en exerçant notre jugement. Et je suis frappé comme ces débats qui sont fondamentaux, parce que là, on a le doigt sur ce qui est fondamental, sont de plus en plus aujourd'hui, j'ai envie de dire, occultés par des débats souvent pseudo-rigoureux, sur les questions notamment d'inflation, et avec cette espèce de peur de quelque chose qu'ils appelleraient l'inflation, qui nous empêcherait de faire tout ça. Tout d'abord, l'inflation aujourd'hui, elle est largement liée à l'augmentation des prix de l'énergie. Ensuite, il y a toutes les questions monétaires qui sont derrière. On n'a pas, évidemment, ce n'était pas le sujet aujourd'hui qui est de traiter de questions monétaires, mais clairement, le monétaire n'aura aucun poids aucun effet sur les questions énergétiques. Et puis plus généralement, quand bien même on aurait une petite dose d'inflation dans un contexte de dette, il ne faut pas non plus créer des problèmes là où il n'y en a pas. Donc, de voir, ça peut faire partie d'un mix qui permet de gérer tout ça. Donc, la question vraiment fondamentale, c'est à la fois ce que vient de dire Alain sur la qualité de la dépense, et puis cette question qui est, une fois qu'on a affirmé et regardé les différents textes qui ont été produits par FinanceWatch sur le sujet, mais que par exemple cette règle des 60% n'a juste strictement aucun sens économique, en même temps elle est là. Donc on a le monde réel à gérer. Comme Alain l'a rappelé, voilà, on ne va pas changer les traités dans un avenir prévisible, or il faut agir vite. Donc il faut jouer de façon extrêmement pragmatique pour jouer avec une règle qui certes n'a pas de sens économique, mais qui s'impose à nous. D'où tous les débats techniques qui ont été résumés par Ludovic et par Kevin pendant cette session, et avec lesquels il faut jouer, encore une fois, pour gérer le monde réel, au-delà d'une analyse d'un monde qui serait meilleur. Voilà. Merci Thierry. Je crois qu'il ne me reste plus qu'à vous remercier. Donc Thierry, Alain, merci beaucoup. Merci beaucoup Ludovic pour ton très très gros travail. Et ce n'est pas fini. Merci à vous qui êtes restés avec nous malgré la technicité parfois de la discussion. On vous renvoie des éléments dans les prochains jours. On est à votre disposition pour vous aider à répondre à la consultation. Et ça, je ne l'ai pas assez dit au début, ça a été redit. Tout le monde peut répondre. Simple citoyen, économiste, vous êtes parlementaire, vous êtes journaliste, vous êtes une association, une ONG. Vous pouvez répondre. Vous pourrez répondre en français. Les questions sont en anglais, mais vous pourrez sélectionner langue française pour la réponse. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Et voilà, on est à votre disposition et on va de toute façon revenir vers vous avec nos propres réponses à la consultation pour vous donner des idées.
et pour vous encourager à le faire à nouveau avant le 31 décembre. Bonne fin de journée à tous, merci à tous et puis à très bientôt.